Bonsoir et bienvenue à cette consultation publique portant sur le projet de règlement omnibus RVQ 3534 qui propose 13 modifications au règlement RVQ 1400, dont un assouplissement temporaire et ciblé pour les cafés-terrasses. Je me présente, Priscilla Lafont, je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec et je vais animer la rencontre ce soir. Bien, merci d'être là, de prendre le temps de vous informer, de participer à cette consultation publique. Donc, la rencontre de ce soir, elle a été annoncée en ligne. Il y a eu une actualité d'arrondissement qui a été publiée sur le site de la Ville de Québec. Il y a également un communiqué de presse qui a été émis et qui a été repris là, par les médias. On en a entendu parler, entre autres, au bulletin de nouvelles. Alors voilà, je vous présente maintenant les gens qui sont à l'avant avec moi. Tout d'abord, Mme Mélissa Coulombe-Leduc, qui est conseillère municipale du district du Cap-aux-Diamants, membre du comité exécutif et responsable des dossiers d'urbanisme. Juste à mes côtés, M. Guillaume Langevin, conseiller en urbanisme au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Alors, merci à vous deux d'être là. Alors, avant d'aller plus loin, je vais inviter Mme Coulombe-Leduc à vous adresser quelques mots. Ouais. Merci Priscilla. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette consultation. Donc, on reprend nos bonnes habitudes, je dirais, à la suite de l'élection de l'automne dernier. Donc, normalement, on a 2 fois par année des omnibus qui viennent modifier notre règlement d'harmonisation sur l'urbanisme. Donc, premier omnibus en 1 an. Maintenant, on n'en avait pas eu l'automne passé. Alors, on a 13 modifications réglementaires là, à soumettre pour consultation ce soir. Puis ce sera M. Langevin qui va vous les présenter. Merci beaucoup. Donc, pour ce qui est du déroulement de la rencontre, c'est fort simple. Il va y avoir une présentation des 13 modifications qui sont proposées. Puis par la suite, il va y avoir une période de questions et de commentaires. Je vous précise que la séance est enregistrée et qu'elle sera disponible sur la page des activités de consultation publique de la Ville de Québec, ainsi que la présentation qui va vous être faite ce soir. Alors, voilà, il y aura par la suite là, la période de questions et de commentaires, évidemment. Alors, M. Langevin, je vous passe maintenant la parole pour la présentation. Okay. Merci, Priscilla. Bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, comme le disait ma collègue, on vous présente aujourd'hui le règlement modificateur, le RVQ 3534, qui modifie diverses dispositions sur la réglementation d'urbanisme. Donc, rapidement, au niveau du plan de présentation, donc l'objectif de l'activité, soit comment et où l'activité de consultation s'insère dans le processus de modification réglementaire. Le contexte réglementaire, en fait, permettra d'expliquer la structure de la réglementation d'urbanisme à la Ville de Québec. Bien sûr, les modifications réglementaires proposées, en fait, les 13 fiches sujets qui font partie de l'omnibus. Finalement, l'échéancier de cheminement et période de questions et commentaires découlant de ces objets de modification. Donc, l'objectif de l'activité, tout d'abord, ce qui enclenche officiellement le processus de modification réglementaire, c'est l'adoption du projet de règlement. Celui-ci a eu lieu antérieurement, et malheureusement, j'oublie la date, mais ça a été dans le 20 avril. Ah, ça aurait beaucoup de sens. Merci beaucoup. 21? Bon, voilà, 21 avril, merci beaucoup. Un travail d'équipe, comme on dit. Donc, c'est a été l'adoption du projet de règlement au Conseil de ville. Donc, on est rendu à mi-parcours. On est à la consultation publique afin de recueillir tout commentaire, tout questionnement pour éclaircir ou bonifier au besoin pour aller à la prochaine étape, à la dernière étape, en fait, à l'adoption du projet de règlement et entrer en vigueur à une date subséquente, mais qui est quand même proche. Donc, au niveau du contexte réglementaire, dans les faits, à la Ville de Québec, la réglementation d'urbanisme est constituée de 7 règlements. Le premier règlement, on l'appelle le règlement cadre, c'est le fameux RVQ 1400. C'est comme le règlement qui chapeaute l'ensemble des 6 autres règlements. 6 autres règlements pour les 6 autres arrondissements. Grosso modo, la grande différence ou la différence fondamentale, c'est vraiment que chaque règlement d'arrondissement contienne le plan de zonage et les grilles de son arrondissement qui représente. Donc, c'est vraiment la différence fondamentale, ainsi que d'autres éléments spécifiques des règlements discrétionnaires propres à cet arrondissement-là, s'il y a des permissions temporaires spécifiques à des lots, mais qui sont inclus dans ces règlements-là.
Donc, on serait rendu à l'étape des modifications réglementaires, donc des 13 fiches sujets. Donc, je vais les enchaîner l'un à la suite de l'autre. Donc, le premier sujet, c'est l'opération et aménagement liés à un chantier de construction sur un autre lot. Donc, en milieu dense, il est parfois difficile de regrouper toutes les installations de chantier sur un même terrain. La modification qui vous est présentée aujourd'hui vise à encadrer les installations temporaires qui découlent d'un chantier, donc que ce soit la roulotte de chantier, l'entreposage de matériaux, le stationnement des travailleurs qui sont exercés sur un autre terrain à défaut d'avoir l'espace nécessaire sur le site où se déroulent les travaux en question. Il est également prévu d'autoriser l'occupation d'une partie d'une aire de stationnement aménagée sur une propriété. Dans les faits, c'est sûr que de nature, on pourrait penser que ça vise des lots vacants, mais ce n'est pas nécessairement le cas. On pense à des grandes propriétés telles qu'une épicerie qui peut avoir une grande superficie d'aire de stationnement, mais la présente disposition vient de permettre de pouvoir occuper une partie d'une aire de stationnement pour faire cette mobilisation de chantier-là sur un autre terrain. Parmi les conditions, puis on voit aussi un exemple, on peut avoir un site propre où on a des travaux, puis avoir le site où on fait tous ces entreposages-là, ces opérations-là sur un site adjacent. Il n'y a pas de distance qui a été prévue. C'est sûr et certain que pour assurer la meilleure opération possible, les gestionnaires de chantier vont toujours viser une proximité. Mais c'est sûr et certain que parmi les conditions, on vise vraiment que l'abattage d'arbres demeure interdit et que le terrain doit être mis en état à la fin des travaux. Ça, en réalité, ça fait partie des conditions sine qua non pour une utilisation temporaire. Les autres règlements municipaux continuent de s'appliquer, que ce soit le règlement sur le bruit, les nuisances, l'occupation du domaine public, etc. Fait que toutes ces autres réglementations vont venir encadrer l'occupation pour éviter qu'il y ait des débordements notamment. Et parmi les autres conditions aussi qui sont déjà prévues, on pourrait parler aussi qu'il faut éviter qu'il doit y avoir un revêtement de surface pour éviter le soulèvement de poussière ou la formation de boue. Et bien sûr que l'occupation doit cesser le plus vite possible à la fin des travaux. Donc, on serait rendu à la deuxième fiche au sujet des appareils de climatisation et thermopompes. Donc, le règlement exige actuellement un écran visuel pour tous les appareils installés sur un mur de bâtiment. Or, les appareils situés sur les murs de côté arrière sont peu visibles depuis la voie publique. La modification qui est proposée ce soir vient retirer l'obligation d'installer un écran visuel pour les appareils qui sont installés sur les murs de côté et arrière. Si l'objectif c'est recherché, mais c'est vraiment de simplifier les exigences et de transposer la réalité terrain, si je peux me permettre l'expression, parce qu'actuellement, dans la grande partie du territoire de la ville, il n'y a pas de permis qui sont requis pour l'installation d'une thermopompe. Les cas que ça serait requis, c'est en secteur patrimonial, par exemple. Bien, la pratique démontre qu'il n'y a pas d'installation d'écran pour dissimuler ces types d'équipements-là en cours latéral arrière. Donc, c'est inutile de maintenir une disposition que, dans les faits, ils ne trouvent pas application sur le territoire. Donc, cependant, les exigences demeurent lorsque l'appareil est installé en façade principale, puisque c'est là qu'il y a le plus grand impact et qui est visible depuis la voie publique. Donc, on enchaîne avec le troisième sujet, changement d'usage du groupe C1 avec l'exigence de cases de stationnement. Si vous posez la question, c'est quoi le groupe C1? Bien, c'est tout ce qui est services administratifs de bureau. Donc, on pense à des bureaux d'ingénierie, comptables, avocats, bureaux gouvernementaux, etc. Donc, c'est quand même assez vaste comme usage qui fait partie de ce groupe-là. Donc, mais cependant, bien sûr, il y a différents changements d'usage qui se font à l'intérieur de ce groupe, à l'intérieur d'une même famille d'activités de bureau, donc la grande famille C1. Puis actuellement, bien, il y a une nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation pour faire un changement, par exemple un bureau d'avocat à un bureau d'ingénierie ou un bureau gouvernemental ou un bureau privé et vice-versa. Bien sûr, cette exigence est difficile à appliquer et génère peu de valeur ajoutée parce que les normes sont les mêmes. Il n'y a pas de distinction à faire entre un bureau d'avocat ou un bureau d'ingénierie, etc. Donc, la modification vise à abolir cette exigence et surtout à faciliter la transition entre occupants parce que le suivi était très problématique, surtout dans des bâtiments avec multi-occupants. Donc, il y a peu de valeur ajoutée. Donc, de fait même, on vient justement à alléger la réglementation en enlevant cette exigence-là. Et par le fait même, on vient aussi modifier une exigence une exigence au niveau des cases de stationnement à fournir qui faisait une distinction entre les usages avec venue de clientèle de
sans venue de clientèle. Donc ça, on vient l'uniformiser parce que c'est quand même une norme qui date d'il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, bien sûr, depuis, avec tout l'avènement du télétravail, des rendez-vous en ligne, mais cette distinction-là entre les usages à venue et sans venue de clientèle est de moins en moins reflet de la réalité. Donc, on vient uniformiser l'exigence pour les cases à fournir pour l'ensemble des usages faisant partie du groupe C1. Donc, on vient tout simplement alléger et simplifier la réglementation. On change de sujet, la fiche 4 sur les matériaux de recouvrement extérieur, prohibés. Donc, certains matériaux récents, performants et durables appartenant à la famille des panneaux de plastique sont actuellement prohibés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie dans les matériaux de panneaux de plastique évolue rapidement. Il y a des nouveaux produits qui font leur apparition et qui offrent de meilleure durabilité. Leur utilisation est jugée appropriée pour des constructions accessoires implantées en cour arrière, comme des solariums ou des abris d'hiver. Donc, la modification, ce qui est proposé, c'est que ça vise à élargir la gamme des matériaux autorisés pour les bâtiments accessoires. Bien sûr, on ne vient pas ouvrir la possibilité d'utiliser ces types de revêtements-là pour les bâtiments principaux, donc ça demeure prohibé, mais c'est vraiment juste ouvert pour les constructions accessoires telles un solarium, comme je le mentionnais. Donc, 5e sujet, les œuvres murales. Donc, les œuvres murales sont actuellement interdites en façade principale, que ce soit sur les murs ou les portes qui sont sur ces façades-là. La réglementation est modifiée pour permettre les œuvres sur les portes, incluant les portes de garage, se trouvant en façade principale. On voit un exemple justement sur l'illustration de la diapositive. Cette autorisation s'applique sans égard à l'usage exercé dans un bâtiment. Donc, on ne fait pas de distinction à savoir si c'est un usage résidentiel, du bureau ou autre. C'est vraiment la finalité d'une façade principale et d'une porte qu'on va permettre de pouvoir réaliser des œuvres. Cependant, malgré cette ouverture, il demeure un contrôle justement au sujet de l'œuvre réalisée en soi. Notamment, elles ne peuvent pas comporter de menaces, d'incitation à la violence, de représentation de violence, de contenu portant atteinte aux normes socialement reconnues de décence publique. Ça, c'est déjà prévu, c'est déjà l'encadrement présent dans la réglementation, on n'y touche pas, c'est maintenu. C'est important aussi de rappeler qu'un permis de construction est requis pour appliquer une œuvre murale. Donc, préalablement, il faut avoir déposé un plan de l'œuvre qui est souhaité de réaliser. Et bien sûr, il y a une évaluation qui est faite en fonction de ces critères ou de ces exigences-là pour assurer le respect. Donc, actuellement, on donne la possibilité de pouvoir réaliser des œuvres à divers endroits, mais tout en maintenant l'encadrement de ce qui peut se réaliser. On va au 6e sujet, les critères généraux au plan de construction. Donc, des critères généraux ont été introduits pour mieux apprécier certains projets dérogatoires. Ils ont été introduits dans la réglementation en 2024 dans la foulée du PPU du secteur Wilfrid Hamel-Laurentien, du plan particulier d'urbanisme du secteur Wilfrid Hamel-Laurentien. Ces critères soutiennent des objectifs municipaux comme l'intégration urbaine et de développement durable. En réalité, l'outil de plan de construction comprend 2 règlements. Ces critères généraux-là permettent de remplacer, de substituer le premier règlement qui est un règlement de critères. Donc, en réalité, là, ça permet vraiment d'insuffler un peu les conditions, les attentes générales de la ville vis-à-vis, là, justement, à autoriser des projets dérogatoires, mais qui apportent une contribution ou qui ont des bonifications dites urbaines. Donc, leur application actuellement est limitée sur le territoire de ces conditions générales-là. Comme je le disais, elle est vraiment limitée à des territoires particuliers de planification tels qu'un PPU. Donc, la présente modification qui est proposée, c'est qu'elle vise à étendre leur utilisation à l'ensemble du territoire lorsque le plan de construction est utilisé. En réalité, ça ne donne pas l'obligation de recourir à ces critères généraux-là, mais ça donne la possibilité de substituer le premier règlement. Donc, voilà, fait que c'est sûr et certain que l'objectif, c'est de pouvoir utiliser ces critères généraux-là, mais dans des situations particulières de l'eau, avec des conditions particulières, on pourra toujours y aller avec des critères spécifiques. Donc, 7e modification, celle-ci est assez rapide.
Il y a certaines références réglementaires qui sont contenues dans la réglementation d'urbanisme qui sont venues désuètes dans les derniers mois suite à l'abrogation d'un règlement de la communauté métropolitaine de Québec. En réalité, le RCI qui date de 2010, le RCI sur le bassin versant des prises d'eau potable de la rivière Saint-Charles et Montmorency, qui était abrogé et bonifié là, par d'autres RCI. Là. Je ne veux pas trop vous endormir, mais il y a le RCI 2019. Donc, la modification, bien, ça vise à traduire ces modifications réglementaires-là qui ont été réalisées au niveau de la communauté métropolitaine de Québec. Donc, on met à jour les références en faisant référence justement à l'ERCI qui est effectif, qui trouve application actuellement pour assurer justement la pleine application et la bonne référence. Donc, les travaux qui sont assujettis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA demeurent ciblés. En réalité, on fait une substitution. Ce qui était visé par l'ERCI 2010, bien maintenant, on fait plutôt référence aux articles contenus dans le 2019, tout simplement. Donc, le 8e sujet, empiètement en façade d'une aire de stationnement. Les règles actuelles sont difficiles à interpréter, notamment pour les bâtiments comportant des reculs. Notamment, actuellement, il y a une exigence de 6 mètres de profondeur pour pouvoir aménager une case de stationnement, pour empiéter en façade, alors qu'une case de stationnement doit avoir 5,5 mètres de profondeur. Et on a également parfois aussi des marges moindres que 6 mètres. Le 6 mètres, c'est pas mal une marge standard pour une cour avant, là, surtout en banlieue, mais on a des milieux plus denses où on a des marges moindres. Donc, on était contraint de devoir avoir un bâtiment constamment en recul de 6 mètres. Donc, on voit ici un exemple où on peut avoir des bâtiments avec différents reculs, des articulations de façade. Donc, ce que la modification vient amener, une simplification, c'est que à l'endroit où on vise à faire un empiètement, il faut avoir cette profondeur de 5,5 mètres pour s'assurer d'avoir la profondeur nécessaire sur le lot qu'on vise à implanter la case de stationnement. Mais pour le reste du bâtiment, c'est la marge prescrite à la grille qui doit s'appliquer. Et il y avait aussi, là, l'exigence actuellement s'appliquait difficilement à certaines typologies, notamment la typologie en rangée. Donc, la modification vise à simplifier la rédaction de l'article, à uniformiser l'application et à retirer une exigence qui est devenue incohérente, justement parce qu'il y avait une superposition d'exigences qui rendrait très problématique, là, justement, la possibilité d'empiéter, et surtout dans la typologie en rangée. Peut-être je pourrais rajouter une petite information. Il est important de dire que les autres normes au niveau des distances de dégagement par rapport à la ligne latérale de l'eau ou les distances de dégagement demeurent entièrement applicables et demeurent inchangées à cet égard. Donc, la fiche 9, normes concernant les terrasses ou plutôt les plateformes de piscine. Donc, actuellement, la réglementation prévoit des normes différentes selon qu'on ait une terrasse qui dessert ou non une piscine. On va dire les normes d'empiètement dans une marge prescrite, une marge latérale ou arrière, là, diffèrent selon qu'on a une terrasse sans desservir une piscine ou avec piscine. Cette distinction complique les projets lorsque l'usage évolue. On va dire qu'on retire ou qu'on ajoute une piscine. Fait que la modification vise à harmoniser là, les distances de dégagement, peu importe la présence d'une piscine. Donc, ça vise à être une simplification pour le citoyen pour éviter de devoir faire des travaux là, de modifier la structure ou d'une terrasse là, advenant le retrait ou l'ajout d'une piscine. C'est ce qui causait problème dans certaines situations. Fiche 10, contribution pour fin de parc. Lors d'une opération cadastrale assujettie à une contribution pour fin de parc, une évaluation de la valeur marchande du site est exigée pour en établir le montant, la valeur. Actuellement, cette évaluation doit aussi inclure des portions d'un site qui est situé dans des zones où seuls des usages non urbains sont autorisés. Quand je parle de non urbain, on fait référence à des usages d'agriculture, de récréation extérieure, d'usage forêt, même si la contribution ne s'applique pas à ces superficies localisées dans ces zones. Donc, la modification, c'est qu'en réalité, cette exigence-là entraîne une complexité administrative et n'entraîne aucun effet sur le montant réel de la contribution. En fait, ça entraîne une complexité plutôt à l'inverse parce qu'on a un rapport qui va évaluer l'ensemble du lot concerné, mais on doit isoler uniquement la portion qui est concernée par l'exigence d'une contribution de fin de parc. Fait qu'actuellement, ce qu'on vient de dire, c'est que l'évaluation doit se limiter à cette superficie-là assujettie à une contribution. Donc, la modification proposée vise à exclure les portions non urbaines du calcul de la valeur marchande,
tout en maintenant les règles de le code existantes quand la contribution pour fin de parc. Donc, il n'y a pas de changement au niveau des exigences pour la contribution de fin de parc. C'est plus un changement au niveau administratif sur l'exigence d'avoir une évaluation de la valeur marchande du terrain. Fiche 11, café-terrasse en collatéral et arrière dans le cadre de travaux. Donc, c'est un sujet qui a fait l'objet justement d'une couverture médiatique. Donc, certains travaux limitent temporairement l'utilisation des terrasses en façade des établissements, que ce soit de certains travaux là, municipaux, on peut penser au tramway, bien évidemment. Donc, à titre exceptionnel, il est proposé de permettre des cafés-terrasses en collatéral ou arrière pour substituer à cette impossibilité de pouvoir aménager des cafés-terrasses en cours avant. Seuls les commerces de restauration situés dans un rayon de 200 mètres du tracé du tramway ou dans les territoires d'une société de développement commercial SDC sont concernés par la présente disposition. Cette disposition-là qui est proposée, qui est mise à l'avant, c'est une autorisation qui est temporaire 2 ans. En réalité, pour le moment, on y va avec cette mesure temporaire de 2 ans. Il y a toujours possibilité d'un prolongement ou de pérenniser cette mesure-là. Excusez-moi, une période test, si je peux dire. Puis on verra à l'usage qu'est-ce qu'il y en est. Et cette autorisation-là, bien sûr, nécessitera l'obtention d'un certificat d'autorisation pour pouvoir aménager ce dit café-terrasse-là. Bien sûr, il y a des conditions, notamment qu'aucun usage résidentiel ne doit être exercé sur le terrain concerné ou sur le terrain voisin pour assurer une bonne cohabitation. Et les autres normes continuent à avoir application. Donc, on pense qu'un café-terrasse doit être clos au moyen d'une clôture ou d'une haie, aménagement du sol dur, etc. Si vous me permettez, je prends une petite gorgée. Je commence à perdre la voix. On est rendu à la fiche 11, ça va bien. C'est quasiment un marathon. Bon, ça fait du bien la petite gorgée. Merci. Petite pause. Donc, j'avais fait pas mal le tour, c'est ça pour les explications. Donc, en lien avec cette disposition-là, on a un territoire d'application, comme je le mentionnais. Donc, ce territoire d'application-là se retrouve être en annexe du règlement. Donc, on voit dans l'illustration au centre que l'ensemble du territoire, donc le 200 mètres du tracé du tramway, les territoires de SDC, est divisé en une multitude de plans, dont je vous ai mis 2 exemples de part et d'autre du plan central. Donc, l'exemple de gauche, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, de gauche. Bon, voilà, je vais être sûr que je disais le bon sens. Bien, c'est un exemple du secteur Laurier à Sainte-Foy. Donc, on voit bien que c'est le rayon de 200 mètres du tracé du tramway là, qui va donner le droit là, de pouvoir aménager un café-terrasse en collatéral ou arrière. Et l'exemple de droit, c'est le secteur du Vieux-Québec, où on voit qu'on a à la fois le rayon de 200 mètres du tracé du tramway et les territoires de SDC, là, pour lequel là, cet usage temporaire pourra trouver application. Bien sûr, il y aura des validations à faire au cas par cas, parce qu'il va falloir s'assurer de respecter l'ensemble des conditions pour pouvoir aménager ce café-terrasse-là. Donc, fiche 12, calcul de la hauteur d'un bâtiment sur un terrain en pente. Le calcul de la hauteur maximale en étage peut être plus restrictif que celui en mètres sur un terrain en pente. En fait, dans certaines zones, on peut avoir à la fois une double exigence au niveau d'une hauteur en mètres comme en étage, et en plus avec un encadrement spécifique lorsqu'on est en situation topographique, à dire avec une pente. À ce moment-là, on a une norme là, particulière pour le calcul que je vais vous exposer là, dans une diapositive là, subséquente. Cette situation peut entraîner là, une perte d'étage non souhaitée là, parce que les méthodes d'application divergent là, justement entre le calcul en étage ou en mètres. La modification elle vise à harmoniser les 2 méthodes de calcul en fonction justement de la topographie. Et là, pour vous permettre de mettre un peu une image, on voit un exemple d'un immeuble sur un terrain en pente dans lequel il ordonnerait sur 2 rues. Donc, on aurait la rue haute, la rue basse. Puis, on aurait à la fois une exigence de 15 mètres ou 4 étages. Actuellement, en fonction de l'exigence du calcul en mètres sur un terrain en pente, le 15 mètres se calcule autant du côté de la rue la plus basse et la rue la plus haute, avec l'exigence d'avoir une coupe biseau en 45 degrés pour que le 4 étages se retrouve autant du niveau de la rue la plus haute que le niveau de la rue la plus basse, mais en évitant un survolume, si je peux me permettre l'expression, du côté de la rue la plus basse. Donc, cependant, si on applique le 4 étages du côté de la rue la plus basse,
puis c'est ce qui en est actuellement de l'application, bien, on se retrouve à entraver là, le 4e étage du côté de la rue la plus haute. Fait que ce qu'on vient proposer, c'est que la méthode de calcul sur un terrain en pente permet de garantir que la hauteur maximale permise soit applicable autant sur les 2 rues. Donc, on vient permettre justement pour le calcul de l'étage que celui-ci se fasse du côté de la rue la plus haute pour permettre justement de faire coïncider là, cette application-là du calcul de la hauteur en étage comme celui en mètres. Donc, l'ajustement permettra d'éviter des distorsions justement entre le calcul de la hauteur en mètres et celui du nombre d'étages. Puis, la chose qui est importante à mentionner, c'est que ça va se trouver application lorsqu'on est sur un lot en pente et donnant sur plus d'une rue. Parce que lorsqu'on donne sur une seule rue, le calcul de la hauteur en étage se fait uniquement du côté de cette seule rue-là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est pas simple à expliquer. Voilà. Donc, dernière fiche déjà. Donc, certificat d'autorisation d'abattage freine versus ORM. Le cadre réglementaire relatif aux freines a été abrogé. Vous savez que le frein est attaqué là, par un insecte qui est la grille du frein, qui est quand même là, qui fait un ravage assez virulent, qui est assez rapide sur le territoire dans les dernières années. Donc, le cadre réglementaire qui encadrait l'abattage a été abrogé parce qu'il n'est plus justifié de maintenir cet encadrement-là. Donc, il n'est plus justement requis dans ce contexte-là d'exiger un certificat dans tous les cas pour l'abattage d'un arbre pour cette essence. En réalité, présentement, même si on était en milieu forestier, en milieu agricole, on exigeait d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'abattage du frêne pour gérer la disposition du bois et aussi pour permettre de pouvoir là, faire bénéficier les citoyens là, à des programmes de subvention. En revanche, on a l'orme qui, lui aussi, là, est attaqué par une maladie, par la maladie hollandaise de l'orme. Cependant, c'est une maladie qui existe depuis de nombreuses années et que la Ville de Québec a réussi là, quand même assez bien à encadrer, à contrôler. Cependant, là, on souhaite justement là, étendre là, ou reprendre les dispositions qu'il y avait spécifiquement aux freines pour les ormes et venir vraiment là, encadrer la disposition là, de l'orme qui soit attaqué ou non par la maladie et pouvoir justement faire bénéficier d'un programme de subvention, là, puisqu'il peut avoir des coûts là, un peu plus importants là, à l'abattage d'un orme. Donc, ça vient vraiment la proposition de faire une substitution là, de l'obligation du frein vers l'orme. Donc, on s'est rendu à la dernière section, soit l'échéancier. Donc, aujourd'hui, le 12 mai, on est à la consultation publique. Donc, la prochaine étape, bien, ça se veut être l'étape finale de l'adoption du règlement. Donc, il y aurait lieu dans le prochain conseil de ville, à savoir est-ce que c'est le prochain ou un subséquent. Donc, c'est pour ça qu'on met un horizon de mai-juin 2026. Et l'entrée en vigueur, bien, se fait la même journée parce que c'est réputé conforme dès l'entrée en vigueur, dès l'adoption. Donc, ça mettrait fin à la présentation. Parfait. Merci. Merci beaucoup, M. Langevin, pour cette belle présentation. Donc, c'était, somme toute, très clair. Alors, on serait rendu à la période de questions-commentaires. Alors, si vous souhaitez poser une question, on vous demande de vous présenter au micro, de nous dire votre nom et puis de nous poser votre question. Je vous précise tout de suite, par contre, qu'on ne pourra pas répondre à des questions très précises, par exemple au niveau des cafés-terrasses. Tout ça, c'est du cas par cas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous suggère de communiquer avec le service du 311, donc par téléphone ou en ligne. Vous pouvez contacter le 311 et à ce moment-là, il y a une ressource qui pourra être mise en lien avec vous, puis analyser, répondre à votre cas particulier. Donc, voilà. Est-ce que vous avez une question? Oui? Il faut aller au micro parce que si on veut que ce soit enregistré, juste à le baisser. Voilà. Lorsque vous parlez des stationnements, est-ce que vous avez pensé au stationnement pour les personnes en situation de handicap, les espaces réservés? Faites référence à quelle fiche exactement pour le stationnement? Stationnement en façade? Oui. OK. Les normes en question, ça ne vise pas les normes sur l'accessibilité universelle. Ça, c'est vraiment au niveau des normes d'aménagement d'une aire de stationnement. Après, il y a d'autres dispositions qui viennent encadrer là, les exigences sur l'accessibilité universelle. Là. Donc, notamment, c'est dans le cas de construction qui se retrouve application. Là. Nous, c'est vraiment au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'aménagement là, et de la possibilité d'implanter ou de localiser une case de stationnement. Là.
plus à cet égard. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle? N'hésitez pas, là, puis même, je trouvais que les applications n'étaient peut-être pas simples pour calculer la hauteur. Si vous voulez des éclaircissements, là, je suis disponible. Ça Pour ceux qui réécouteront la séance en différé, c'est qu'on a un petit auditoire en salle ce soir. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, bien, je vais vous rappeler que c'est possible de réécouter l'enregistrement en ligne. Ce sera mis en ligne rapidement, que la présentation va y être également. Puis que si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le 311. On vous mettra en contact avec la personne qui pourra éclaircir votre demande. Alors voilà, bien écoutez, on vous remercie d'avoir pris le temps de vous déplacer. On remercie les gens qui écoutent l'enregistrement. Donc, merci de vous informer. Je remercie Mme Coulombe-Leduc, M. Langevin également. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre consultation publique. On vous souhaite un bon retour à la maison. Merci beaucoup. Merci, Bonne fin de soirée. Au revoir. Autre 17 Ce sera